ho ho! Joyeuses fêtes à toutes et à tous. Attendez. Oui, j'ai pas de masque de Noël, hein, donc du coup, bah, on va se contenter de ceci. Ça reviendra pour les prochaines vidéos. Bonne fête à toutes et à tous, et bienvenue dans cette vidéo des rattrapages. Je vous l'avais promis, 5 films à rattraper que j'aurais dû voir cette année, soit dans les salles, soit à d'autres moments, comme sur des plateformes de vidéos à la demande. Donc on va faire du coup un petit listing. Alors, il y a des films sur lesquels je vais essayer d'être assez court, d'autres sur lesquels je vais essayer d'être un petit peu plus long, parce que j'aurai pas mal de choses à dire. Il y a un film qui risque de faire des bails un peu polémiques. Je dis pas lequel, c'est la surprise. et pour le coup... Alors, je vais avoir beaucoup de choses à dire, et des fois ça peut être bien, des fois ça peut être pas bien. Vous allez voir ça tout de suite, on commence tout de suite avec le premier film. The Adam Project, ou plus connu chez nous sous le nom de Adam à travers le temps. Paye ton titre à la con, hein, déjà, qui te spoil une partie du film. Film avec dans le rôle titre Ryan Reynolds, qui interprète le fameux Adam, du coup, le fameux Adam, à travers le temps. Donc déjà, le film vous spoil déjà une partie du contenu du film. C'est génial, j'ai même pas besoin de parler de l'histoire. Déjà, vous savez, il retourne dans le temps. La question est pourquoi? Ça, par contre, je vous spoil pas si vous avez pas vu le film. On va faire simple, au niveau de l'histoire, j'ai même pas besoin d'en faire plus. Sur d'autres films, j'essaierai de refaire hein, pour l'histoire, bien évidemment. Alors, je veux tout de suite passer à la partie mon avis, pas besoin de jingle, pas besoin de quoi que ce soit. Un film de 2022 sorti sur Netflix qui... Comment dire? Il est pas ouf. Pas ouf du tout. Mais alors, je vais essayer de développer pourquoi il est pas ouf. J'ai vraiment affaire à un film qui, concrètement, quand je le vois, j'ai l'impression que c'est un film écrit par des enfants pour des enfants. En gros, un film Gulli, si vous préférez. Alors je sais hein, qu'il est pas fait par des enfants, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Ça me donne l'impression que... En fait, le film a comme défaut, on va dire, de balancer toutes ses cartes dès le début de la partie, ce qui fait qu'il n'y a aucune surprise. Vraiment, vous regardez le film, il n'y a aucune surprise. Tout est déjà prédéfini plus ou moins à l'avance, et en fait le film est une succession d'actions, une succession de moments dans le film, et c'est tout. On a un début, on a un milieu, on a une fin, et le film essaye d'être faussement touchant à certains moments, mais sans plus. Vraiment, ça me donne l'impression que c'est un film fait pour des enfants, que c'est un film Gulli en fait. Un peu déçu parce que, bon, Ryan Reynolds est capable de faire bien mieux. Genre, Free Guy par exemple est pour moi excellent là-dessus, mais vraiment le film est assez décevant. Vraiment, c'est dommage, j'aurais bien vu un truc un peu plus élaboré. Et c'est ça le problème. Alors déjà, un truc que j'ai pas compris, petit message aux gens qui gèrent la distribution, ou à la traduction, ou au marketing pour la France. Juste, vous pouviez pas laisser le titre en anglais? Genre, Stranger Things, le truc qui s'appelle bien Stranger Things, hein? Pourquoi là, vous l'avez traduit en Adam à travers le temps? Le nom original, c'est The Adam Project. Bah déjà, ça aurait évité de spoiler une partie du film. Enfin, spoiler, c'est pas un spoil le fait qu'il voyage dans le temps, mais vous auriez pu le garder comme surprise, comme élément de surprise. Là, le problème, c'est que le film, à aucun moment, cherche à surprendre, et en fait, tout est déjà prédéfini, tout est déjà prévisible, et c'est un peu dommage. Vraiment, c'est le dernier film que j'ai vu, là, sur ma liste des 5, hein, et en fait, c'est une petite déception. Alors, j'ai retrouvé le terme que je voulais employer, notamment dans ma vidéo sur Black Panther 2, je parlais notamment des effets visuels, des effets spéciaux, des choses faites sur fond vert. J'ai retrouvé en fait le terme que je voulais placer, c'est l'Uncanny Valley. Il s'avère que Adam à travers le temps a le même défaut que Black Panther 2, sauf que je lui pardonne pour Adam à travers le temps, parce que c'est un film Netflix. Pour Black Panther 2, c'est un film cinéma où j'ai payé mon pognon là-dessus. Donc oui, déjà, c'est pas cool. C'est pas cool parce que le film aurait tellement pu être beaucoup plus beau s'il avait été fait en décor réel à plusieurs moments du film, sauf que ça donne l'impression que tout est fait en décor studio, en décor fond vert, et qu'en fait, le film a tellement été rushé. Moi, ça me donne cette impression. Le film a été rushé, donc concrètement, on se dépêche. Je suis désolé, mais moi je pars du principe que faire un décor réel, concrètement, utiliser des décors réels, pas pour tout, hein, bien sûr, hein, je sais très bien que certains décors, on est obligé de faire de la CGI. Mais il y a certains décors, vous auriez tellement pu le faire en réel, au lieu de faire ça en studio avec un fond vert. Parce que là, à certains moments,
Ça donne trop l'impression de... On essaie de faire une belle image et une belle lumière, sauf que clairement, bon, moi à titre personnel, mon œil voit que non mais là, ça me pose problème. Je veux dire, on essaie de faire trop réaliste, sauf que par définition, ça fait trop virtuel. Et moi je le vois, ce genre de truc, c'est ce qu'on appelle l'uncanny valley. L'uncanny valley, vous connaissez sans doute, c'est le principe notamment de simuler le réel, sauf qu'à trop simuler le réel, en fait... Ça rend la chose trop lisse, et en fait notre œil voit qu'il y a quelque chose qui colle pas, et ce qui fait que on sent que c'est pas réel, justement. Le Uncanny Valley, ou en français je crois que c'est la vallée de l'étrange, ou un truc du genre. Ça a été le cas, je crois, notamment du film Final Fantasy au début des années 2000. Oui, celui avec Lara Fabian qui fait le générique de fin, où concrètement on voit les personnages, ils ont essayé de faire très réel, sauf que quand on les voit, il manque les imperfections du réel, justement. C'est trop lisse. Et on se dit, ça me pose problème. Et dans pas mal de productions à l'heure actuelle au cinéma, voire même maintenant sur Netflix, je vois des décors en Uncanny Valley. Ça me paraît trop réel, mais ils essayent de faire trop réel, sauf que par définition, à cause de la lumière ou de d'autres éléments, ça me paraît trop bidon. Et je le remarque tout de suite. C'est pour ça que, par exemple, j'ai gueulé sur Black Panther 2, et pas sur le 1. Parce que le 1, ils ont vraiment fait en décor réel, voire même pour Avengers Infinity War, ce qu'ils n'ont pas fait pour Black Panther 2, où il y a beaucoup de décors qui sont faits en studio ou sur fond vert, et ça se sent que c'est pas ouf, quoi. Surtout quand on voit que le JDG est quand même capable de faire beaucoup mieux en termes de fond vert, ça la fout mal pour Disney quand même. Ou c'est plutôt valorisant pour le JDG du coup. Mais bon, là n'est pas la question. Donc, Adam à travers le temps, est-ce que je conseille le film ? Si vous avez que ça à faire avec vos gosses, hein, avec clairement, ouais, vraiment, oui, bon, ça cale une soirée, vous avez rien à regarder, vous avez pas envie de vous taper le sempiternel épisode de PK Express, Koh-Lanta, le meilleur pâtissier ou n'importe quelle émission à la con de la télévision française, concrètement, ok, admettons, ça peut être un film sympa, pas feel good, mais un petit film vraiment un peu mon premier blockbuster dès 6 ans. Voilà, un peu cette impression-là, parce qu'honnêtement, c'est un film Gulli, hein, on va pas se mentir. Je dis film Gulli comme si c'était péjoratif, mais non, c'est pas péjoratif en soi. Le film est bien pour des enfants, mais pour des adultes, si vous connaissez Ryan Reynolds, vous allez vous dire, ouais, bon, il est où Deadpool, quoi. C'est vrai, je veux dire, Ryan Reynolds nous a tellement habitués à mieux, notamment avec Free Guy, voir les films Deadpool, que là, c'est tellement classique qu'on se dit, mais c'est pas Ryan Reynolds, il est où? Rendez-nous Ryan Reynolds. Vous avez un Ryan Reynolds et vous savez pas quoi en faire, sérieusement. Il y a des gens, ils aimeraient avoir un Ryan Reynolds, mais vous avez un Ryan Reynolds et vous en faites n'importe quoi. Sincèrement, c'est n'importe quoi, en fait. Donc oui, je recommanderais le film si vous êtes en famille avec des gosses et que vous cherchez un film sympathique qui peut faire office un peu de blockbuster, mais pas trop violent pour les enfants du coup. Ouais, voilà, mais sinon, honnêtement, passez votre chemin, je suis sûr qu'il y a largement mieux. Surtout que la mécanique, c'est le voyage dans le temps. Terminator, Retour à le futur, même Les Visiteurs premiers du nom, et certainement tout un tas d'autres productions comme Doctor Who, par exemple, voire même Mirai Trunks dans Dragon Ball Z, on nous montre les mécaniques du voyage dans le temps. Sauf que là, le film n'en a juste rien à faire. En mode balèque. C'est ça le problème, ça respecte pas les règles du voyage dans le temps. Ça aurait été un peu plus soigné de ce côté-là, j'aurais rien dit, mais là... c'est un peu dommage, ça contredit des règles déjà... Alors, je sais que ça n'existe pas, donc techniquement c'est de la fiction, donc il n'y a pas de fidélité au voyage dans le temps. Mais quand même, ça aurait été cool de pouvoir respecter des règles déjà existantes. Et même quand le film essaye de faire des références à Terminator ou Retour à le futur, c'est mis comme ça. Comme si, on n'a pas les droits, faut pas les citer, hein. Toutes les autres séries ou tous les autres films le font depuis des années, je vois pas pourquoi ça poserait problème, donc je comprends pas, franchement. Donc, mon avis, bien, mais sans plus. Dispensable, mais s'il y a rien d'autre à regarder à la télé, bon, ça peut caler une dent. Par contre, le film est un peu court, 1h40 à peu près, 1h45 peut-être, grand maximum. Sauf que en temps réel, en temps ressenti, pour moi personnellement, j'ai l'impression que le film faisait 2h30. Peut-être pas pour vous, mais pour moi, j'ai eu ce ressenti. Voilà. Donc voilà, passons au film suivant, où là, pour le coup, je risque d'être un peu trop joyeux. Le secret de la cité perdue. Film sorti dans les salles, pour le coup, avec dans les rôles titres Sandra Bullock et Channing Tatum. Je ne vous spoil pas l'interprète qui joue le méchant, ça sera la surprise pour le coup. Mais c'est un interprète connu d'une saga des années 2000.
Il y en a beaucoup des sagas dans les années 2000, hein, entre les Marvel, les Warner, les Universal, démerdez-vous, si vous n'avez pas vu le film, si clairement vous voulez garder la surprise. Pour faire simple, alors l'histoire, c'est le personnage donc interprété par Sandra Bullock, qui s'appelle Loretta, qui est une écrivaine, clairement, et quelqu'un qui écrit beaucoup de livres de fiction, avec en cover de ses films, donc le personnage de Channing Tatum, qui, alors... Et con comme un balai, mais c'est tellement drôle. Alors par contre, c'est quand même le 3e film en 2 ans que je me tape où il y a du Channing Tatum dedans. C'est quand même le 3e film où il est un demeuré profond. Mais ça en devient tellement stupide que ça en devient drôle. Je crois que j'adore Channing Tatum. Surtout quand il joue un rôle de teubé, c'est là où il est le meilleur parce que du coup, à vouloir, comment dire, être trop con, il en devient le meilleur. C'est très particulier comme phrase, je sais bien. Mais alors, le début du film, j'ai l'impression de voir une caricature de Fabio Lanzoni, notre maître à tous. Concrètement, Seven, si tu nous regardes. Et le film fait fi de ça très très vite pour passer ensuite sur le cœur de l'intrigue, de l'action. Alors, le film se transforme finalement en une chasse à l'objet mystique ou à l'aventure, si vous préférez. Et c'est juste trop bien. Le film a de bonnes références, le film a de bonnes blagues, a de bons guests. Il y a un guest caché que je ne vous dis pas, mais si vous avez suivi mes dernières chroniques de ces dernières semaines, de ces derniers mois sur cette chaîne YouTube, vous allez peut-être avoir une belle surprise en voyant ce film. Concrètement, il y a beaucoup de choses qui font que ce film est cool. L'humour passe très bien, le relationnel entre les personnages, on sent le relationnel, on sent les vannes voire les pics qui se balancent sans arrêt. On sent concrètement qu'ils sont dans des décors réels, ça aussi, ça c'est cool. Et concrètement, le film ne se prend pas trop au sérieux, mais ne prend pas trop son sujet à la rigolade. Il y a aussi des phases où concrètement, il y a du développement de personnages et de relations entre les personnages. Et concrètement, ce film est pour moi... J'ai pas de mots. je cherche le mot, hein, clairement. Ce film est trop bien. Limite, si j'avais pas vu Glass Onion, pour moi, ça aurait peut-être été mon film préféré de 2022. Oui, je sais, il m'en faut pas beaucoup, hein, clairement. Et vous allez me dire, attends, mais il y a plein de films français, ou des films d'auteurs, Je m'en balèque, je fais comme tout le monde, je regarde des blockbusters, pour éviter de dire, non mais attendez, j'ai vu le dernier film qu'on m'a conseillé sur Télérama. Ah, mais non, ce n'est pas ici que vous allez trouver ça. Non, désolé, vous allez me dire, mais c'est quoi ce mec un peu pédant, sérieusement, prétentieux. Je vous rassure, j'adore les blockbusters, c'est que clairement, ma priorité, c'est, mon dieu, c'est, comment dire, pourquoi je fais le truc italien? J'en ai aucune idée, j'ai l'impression d'être... Merde, comment il s'appelle l'italien là justement là qui... je vais retrouver le nom après le tournage, mais... Ah mais attendez, bougez pas, je vais chercher... Ah voilà, c'est Roberto Benigni. Voilà, j'ai l'impression d'être Roberto Benigni quand je vois ce film. Là, c'est formidable, là, c'est formidable. Ce film est formidable, je vous le dis honnêtement. Le secret de la cité perdue est vraiment un putain de bon film. J'ai pris un pied monumental. Je me suis vraiment amusé, j'ai beaucoup ri, et vraiment, ça a été un putain de plaisir de voir ce film. C'est une forte recommandation, si vous avez l'occasion. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, techniquement, le film est encore sur MyCanal. Si vous l'avez en DVD, Blu-ray ou par d'autres moyens, foncez, franchement, le film vaut vraiment le coup. Ça a été une énorme tranche de rigolade, mais avec un petit côté action bien dosé. Clairement, alors, je précise... Pour moi, il est dans la digne lignée de ce qu'avait fait un peu Bullet Train, sauf que Bullet Train est un peu plus action que comique. Il y a un peu de ressort comique, mais c'est beaucoup d'action. Là, le film est en fait le miroir opposé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de comédie, saupoudrée d'un peu d'action. Et clairement, ces deux films, Bullet Train et Le Secret de la Cité Perdue, concrètement, je recommande les films à 200%. Réellement, j'ai adoré ce film. Il y a de tout. C'est typiquement le genre de film qui aurait pu exister dans les années 80 ou 90, avec une musique d'Alan Silvestri potentiellement, avec des divers interprètes. Réellement, ce film aurait pu vraiment marcher dans les années 80-90. Bon là, le film est sorti en 2022. Et j'espère clairement, il va plaire à plein de gens, parce que, mais il est trop bien ce film. Et puis, bon, Channing Tatum, mais il est à mourir de rire. Par contre, j'adore Sandra Bullock. Alors, bon, je l'adore déjà depuis Speed, c'est pour vous dire. Mais concrètement, le binôme est juste génial. Et je le redis encore une fois, mais Channing Tatum est à mourir de rire, honnêtement. Ça en devient limite absurde. Vraiment, c'est... En fait, vous prenez... Vous prenez Fabio Lanzoni
et vous le mélangez à... comment, je cherche un mec drôle. Qui c'est qui est drôle à Perceval. Ouais, j'ai pas d'autre... Je suis désolé, ouais, parce que d'un point de vue construction du personnage et intelligence, il se rapproche plus de Perceval que de d'autres personnages de d'autres fictions. En gros, oui, il paraît un peu bête, mais il évolue avec le temps. Et il essaye d'ouvrir son cœur. Donc concrètement, voilà, vous prenez le charisme de Fabio Lanzoni avec l'humour de Perceval. Ça vous donne Channing Tatum. C'est une manière très étrange de résumer un film, mais de résumer un personnage. Mais pour le coup, voilà, c'est ma manière de pouvoir résumer ce film. Oui, bah m'en voulez pas, hein. J'essaye de vous donner envie d'aller voir ce film. Déjà, rien que ma joie, j'essaye de vous faire transmettre concrètement que ce film est trop bien. Après, bon, c'est une question de goût, hein, bien évidemment. Mais si vous aimez les films d'aventure, façon, je sais pas, à la poursuite du diamant vert, ou peut-être pas l'Indiana Jones, faut pas déconner, hein, mais clairement, voilà, c'est un film d'aventure, saupoudré de comédie. Alors, j'en profite aussi pour parler vite fait du méchant. Je ne vous dis pas le nom de l'interprète qui joue le rôle du méchant de service, de l'antagoniste, mais concrètement, c'est un interprète qui à la base jouait dans une saga connue des années 2000, et qui pour moi, alors on oublie totalement que cet interprète a joué justement ce rôle connu dans les années 2000. Donc, bah pour le coup, il fait super bien le boulot, clairement. Et d'ailleurs, je me disais, mais c'est marrant, la voix me disait quelque chose. Et oui, la voix me dit quelque chose, c'est quelqu'un qui fait la voix d'un autre personnage du MCU. Donc concrètement, voilà, c'est un savoureux mélange. Clairement, ça a été un plaisir, vraiment. Recommandation forte et incroyable pour ce film. Si vous pouvez, allez voir ce film si ce n'est toujours pas fait, clairement. C'est une putain de bonne... Alors, je vais pas dire une claque, faut pas déconner, mais vous passerez un super bon moment. Voilà. Film suivant, Jurassic World, le monde d'après, ou Jurassic World Dominion dans son nom international. Ne m'en voulez pas, mais je vais l'appeler Jurassic World 3, ce sera quand même beaucoup plus simple pour tout le monde. Ça aussi, le fait de donner des sous-titres au nom d'un film, je vois pas l'intérêt. Donnez-lui une numérotation officielle, ce sera quand même beaucoup plus simple. Je ne peux pas m'empêcher de parler de Jurassic World en faisant le lien avec Star Wars. Vous allez comprendre. Jurassic World, premier du nom, est, pour faire simple, un film qui est le miroir opposé de Jurassic Park. Jurassic Park, le parc n'était pas fini, il était en cours de construction et de validation également, et devait passer des tests. C'est pour ça d'ailleurs que Alan Grant, Ellie Stadler et Ian Malcolm étaient présents justement dans Jurassic Park pour justement l'analyser et savoir si concrètement tout était ok. Ainsi que l'avocat, je crois d'ailleurs, il y a un avocat dedans. Mais pour le cas de Jurassic World, le Jurassic World premier du nom donc, est le miroir opposé du premier Jurassic Park. Car le parc est déjà ouvert, il y a déjà du public, il y a déjà des investisseurs, des marques, des commerces, bref, il y a déjà tout dedans. Bon, la finalité reste la même. C'est un peu con, évidemment. Le X, c'est que, bon, Jurassic World, la saga Jurassic World, a le même problème qu'avec Star Wars Disney. Oui, c'est-à-dire que, concrètement, le premier film est fait par un mec, le deuxième film est fait par un autre mec, et le troisième film est fait par le mec du premier. Ça se sent. Ça se sent, mais à des kilomètres. Parce que, concrètement, on sent que le mec qui a fait le deuxième film, en fait, on n'avait rien à branler de la saga, il voulait juste faire son kiff. Ça a été le cas avec Rian Johnson, c'est le cas avec J.A. Bayona, dont je n'ai jamais entendu parler avant et après, qui du coup a fait Jurassic World 2 Fallen Kingdom, celui qui se passe dans le manoir. Hein. Cherchez pas, c'est Jurassic World qui se passe dans un manoir. Voilà, cherchez pas. Concrètement, bah, le 3 en fait, on fait du fanservice, comme avec Star Wars 9. Non mais c'est... visiblement, je connaissais le mythe du monomythe de Joseph Campbell, hein, le scénario en 3 actes qu'on apprend même dans les cours de français en 5e normalement. Mais visiblement, Hollywood a appris une leçon importante. On fait un premier film qui fait référence à une ancienne saga, on fait un deuxième film par un deuxième mec totalement inconnu et qui fera pas grand chose après, et on fait un troisième film qui essaie de faire du fanservice. Visiblement, c'est un format, apparemment, Hollywood, hein, de faire des films, hein, sous cette méthodologie de travail. Hein. Sauf que, on va pas se mentir, Jurassic World 3 est une forte déception. Très forte. Parce que, il n'a de Jurassic que le nom. Dans le sens où, il fait partie de la saga Jurassic Park. Il n'a de Jurassic Park ou de Jurassic World que de nom.
Parce que le titre s'appelle Le Monde d'après. Le monde d'après quoi, en fait? Le monde d'après que les dinosaures se soient échappés du manoir dans le 2e film? Parce que le réalisateur a fait des conneries? Génial! Il y avait tellement plus à raconter. Réellement, il y avait tellement plus à faire, tellement plus à montrer. Concrètement, les dinosaures dans ce 3e Jurassic World ne sont qu'un putain de prétexte. C'est ça qui est dommage, c'est un putain de prétexte. Là, le film, je vous conseille même pas de voir, donc je vais éviter les spoils, mais je vous conseille pas de le voir concrètement. En gros, pour faire simple, il y a des espèces de sauterelles, concrètement, et ces sauterelles sont beaucoup plus grosses que la normale, bouffent tous les champs qui ne sont pas estampillés de tel truc, hein, vous voyez le film pour comprendre, et en fait, bah, le mystère c'est de savoir d'où est-ce qu'elles viennent. Voilà, et puis à un moment donné, il y a une entreprise qui du coup essaye aussi de préserver les dinosaures en faisant eux-mêmes leur propre parc, visiblement peut-être pas forcément ouvert au public, à ce que j'ai cru comprendre, enfin, oui et non, enfin ça a l'air d'être un peu bizarre comme... J'ai moi-même pas compris, donc si moi-même j'ai pas compris, je suis pas le seul. Et à un moment donné, on a aussi le méchant du film. Alors, je vous dis pas qui c'est, parce que quand j'ai vu ça à la fin du film, je fais... Sérieusement, vous êtes obligé d'aller chercher ce genre de clin d'œil-là, mais tout le monde s'en fout, hein. Voilà, c'est pour vous dire. Donc, et même ça, quand j'ai vu le design du méchant, on dirait Tim Cook, le PDG d'Apple. Non mais mangez des pommes, quoi. À un moment donné, vous en êtes rendu là, quoi. Donc, bon, bah... Ah oui, d'ailleurs, en parlant de ça, je fais aussi un petit clin d'œil à une critique que j'ai fait la semaine dernière pour Glass Onion. Edward Norton, hein, concrètement c'est Elon Musk, hein, j'ai eu du mal à chercher la référence, c'est Elon Musk. Là, le mec, le méchant de... Enfin, le patron d'une entreprise, qui est aussi le méchant accessoirement, le mec, c'est le sosie de Tim Cook, d'Apple, concrètement. Et il a aussi ses lubies façon, justement, Apple. Donc, bon, bah... visiblement, Hollywood a envie de faire une critique du consumérisme et du capitalisme, visiblement, d'Hollywood. Enfin, pas d'Hollywood, mais des États-Unis, hein, visiblement, c'est... Bon. Et à part ça, il y a un film avec des dinosaures qui, en fait, ne servent à rien, honnêtement. Je sais pas comment vous le vendre, le truc, à un moment donné, ouais, bon, bah... Oui, il y a des personnages, il y a d'autres personnages, ils se retrouvent, et puis ça fait une équipe de super personnages, puis voilà, et puis... Non, le film, il est pas ouf, il est pas incroyable, honnêtement... J'en viens même à me dire que Star Wars 9 est quand même mieux. Pour que je dise un truc pareil, c'est que franchement, c'est pas ouf, hein, quand même, hein, c'est... Je suis désolé, hein, on va peut-être dire « Ah, mais t'es méchant, ah, t'es sévère !» Ah, bah, je suis désolé, hein, mais... J'ai pas pris beaucoup de plaisir en voyant ce film. Donc par définition, je pourrais pas le recommander, en fait, c'est ça le problème. Même en recommandation, il n'y a rien à regarder ce soir à la télé. Vous allez certainement tomber dessus un dimanche soir sur TF1, je suppose. Donc, oui, concrètement, quand il passera à la télé, vous pourrez le regarder. Mais concrètement, là, comme ça, là, dans l'état, je vous recommande pas d'acheter le DVD, Blu-ray, d'aller le regarder sur une plateforme de VOD ou quoi que ce soit. Vraiment, il y a certainement mieux à regarder avant, une série, un film ou quoi que ce soit. Concrètement, c'est une méga déception, mais c'est moins une déception que Black Panther, parce qu'au moins il sait maîtriser l'environnement et les effets visuels. Parce que quand on voit Chris Pratt en train de caresser, par exemple, un dinosaure, hein, vous avez vu, je caresse un dinosaure, là, comme ça. Ouh, je caresse un dinosaure, c'est très sensuel, hein, de caresser un dinosaure, c'est très sensuel, hein, je sais. J'aime bien le comique de répétition, j'aime beaucoup le comique de répétition. Bref, donc quand Chris Pratt essaye de caresser le dinosaure, c'est très dégueulasse dit comme ça. Je sais, non mais bref, ça paraît à peu près réaliste, réellement. Et bon, quand on a vu le coup du fond vert de ce qu'il y avait en fait derrière la séquence, on comprend que Chris Pratt avait envie de s'y investir. S'il pouvait s'y investir autant dans un projet comme Mario, ce serait pas mal aussi, hein. Parce que visiblement, quand il s'agit pas de Jurassic Park ou de Marvel, visiblement, Chris Pratt ne sait pas faire grand-chose. Ouais, visiblement, il sait pas faire la voix de Mario, donc... En France, nous, on sait faire les voix de Mario, visiblement. Je sais, je suis un peu méchant. Je ne tire pas sur l'ambulance, je lui défonce sa race. Donc, comment vous dire, bah, c'est Jurassic World, quoi. Clairement, si vous n'avez pas aimé le premier, si vous n'avez pas aimé le deuxième, bah, n'allez pas voir le troisième. Si clairement vous avez aimé le premier, mais que vous n'avez pas aimé le deuxième, bah, n'allez pas voir le troisième. Et si clairement vous avez aimé le deuxième, est-ce que clairement vous allez aimer le troisième? Non. Non, parce que clairement, faire du fanservice, ça marche quand c'est bien fait. Star Wars a essayé avec l'épisode 9, ça marche pas.
Jurassic World essaye avec Jurassic World 3, ça marche pas. Spider-Man No Way Home essaye, ça marche. Parce que clairement, on touche la corde sensible, mais il y a un scénario derrière. Là, visiblement, Star Wars 9, scénario... il n'y en avait pas. Hein. Et pour Jurassic World 3, pareil, honnêtement... scénario... je pense que certains personnages ou certains décors doivent être faits en scénarium, mais c'est un matériau exclusif à Hollywood. En gros, certaines choses sont indestructibles parce qu'elles sont protégées par le scénario. Ben, c'est fait en scénarium, du coup. Non, mais c'est une blague. Hein, Bref, tout ça pour dire que... Non, ouais, Jurassic World 3, je le conseille même pas. Je le conseillerais même pas pour en faire une vidéo humoristique. C'est pour vous dire, il n'y a même pas assez de matière. Peut-être un résumé foireux, une connerie du genre, mais... et encore... Vraiment, c'est pas ouf, quoi. Donc voilà, je le recommande pas. C'est pas forcément un film à aller voir en priorité. Je pense que vous avez autre chose à aller voir en priorité, série, film ou autre chose, hein, mais clairement, c'est pas votre priorité. Il y a un peu plus de 2 ans, j'avais fait une vidéo sur le premier film Sonic. Alors, je vous le dis tout de suite, ne cherchez pas cette vidéo, plutôt ne cherchez plus cette vidéo est du coup devenue indisponible. Ouais, je l'assume pas tellement. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, j'avais fait cette vidéo en sortant de la salle de ciné, concrètement, et j'étais très en colère. Parce que, bon, voir un film dans de bonnes conditions, c'est bien. Apprécier un film dans de bonnes conditions, c'est mieux. Et le truc, c'est que ce qui m'a gâché mon expérience de visionnage de film, bah, c'est la voix de Malik Bentala en Sonic. Il a suffi de ça pendant tout le film pour que ça me gâche mon expérience de visionnage du film. Je suis désolé, je n'aime pas Malik Bentala. Pour moi, je trouve que c'est un comédien de stand-up raté et c'est un mauvais acteur. Mais bon, j'ai un pote qui a été voir son film Jacques Mimoun. Apparemment, le film est cool, hein. J'aime pas le Malik Bentala. Bon, pour moi, déjà même dans Taxi 5, je l'ai pas aimé. Heureusement qu'il y avait le charisme de Franck Gastambide, que je chéris tant, que pour clairement rattraper le film. Malik Bentala, je suis désolé, il m'a massacré mon Sonic, alors que Sonic a quand même une voix attitrée depuis... pas loin de 20 ans déjà, et on n'est même pas capable de mettre la vraie voix, en fait, de Sonic sur un film Sonic. Non mais vous imaginez s'il y avait un film Stallone doublé par, je sais pas moi, Jamel Debbouze ou Cadmerade? Aucune chance, hein, on mettrait Alain Dorval. Et ben là c'est pareil, pourquoi vous mettez pas la voix de Sonic? Blague à part donc, d'ailleurs pour anecdote, je le redis encore une fois, lorsque j'avais été voir le premier film Sonic au cinéma, à l'époque il y avait Sonic Boom qui était diffusé sur Gulli. Il s'avère que dans la salle, il y avait, alors c'était une petite salle, hein, à peu près 150-200 places environ, il y avait la moitié qui était remplie. Ce qui m'a un peu surpris quand même, il y avait beaucoup de parents, beaucoup de gamins notamment, et j'ai entendu dans la salle, en fait, des enfants demander à leurs parents, clairement, « Ouais, mais pourquoi ils parlent pas comme dans le dessin animé ?» On ne peut pas tromper un enfant. L'enfant, il a compris que c'était pas le vrai Sonic. Voilà. Donc, preuve que Malik Bentala n'est pas bon en Sonic. Alors, du coup, j'ai pas refait la même erreur, j'ai pas été voir Sonic 2 en salle à cause de Malik Bentala, j'ai attendu qu'une âme généreuse et inconnue, du coup, fasse une version du film nommée la Bentales Edition. En gros, la Bentales Edition, c'est simple, vous prenez votre film version française, vous enlevez tout le son de Malik Bentala, vous prenez le Sonic version franco-québécois interprété par Maël Davan-Soulas, que vous connaissez déjà parce que c'est quelqu'un qui faisait Chris Evans dans les films 4 Fantastiques. Donc quelque part vous connaissez sa voix. Donc qui du coup est parti au Québec pour des raisons professionnelles, a fait la voix de Sonic au Québec, on prend uniquement sa voix de Sonic de son film à lui, on le met sur la VF du film, et ça vous donne du coup le film en version Bentales. Ce qui fait que j'ai revu le film, donc Sonic 1 et 2, en version Bentales récemment, et autant vous dire que c'est quand même bien plus agréable pour les oreilles. Réellement. Et ce qui fait que j'ai pu à nouveau profiter du film, mais dans de bonnes conditions. Et réellement, en fait, j'ai pu savourer Sonic 1 avec clairement tous les clins d'œil, toutes les références, toutes les private jokes, clairement en tant que fan de Sonic. Et Sonic 2, donc le second film Sonic, ne déroge pas à la règle, il y a beaucoup de références, beaucoup de clins d'œil, un changement au niveau des origin story, visiblement. Je ne vous dis pas lesquels, si clairement vous êtes connaisseur de Sonic et que vous n'avez pas encore vu le film, mais ça m'étonnerait en général. Normalement, je pense que vous avez tous vu le film, mais quand même, je ne vais pas spoiler le film pour autant. Il y a des changements au niveau des origin story, il y a de très bons clins d'œil. À un moment donné, Sonic est dans un temple. Alors, il y a plusieurs temples dans le film, donc c'est pas un spoil en soi, mais Sonic est dans un temple, et ce temple me fait penser quand même à Labyrinth Zone du premier Sonic 1, pour le coup.
mélangé un peu à... j'ai oublié le nom du temple pyramidal dans le premier Sonic Adventure. J'avais l'impression de voir un mix entre les deux et j'ai trouvé ça juste génial. On sent que les gens qui ont fait ce film, plutôt ces deux premiers films, on sent qu'ils ont joué à Sonic et qu'ils aiment Sonic. Ça se sent. Le film se permet une scène post-crédit pour teaser un troisième film. Alors je n'ai aucune idée de quand est-ce qu'il sortira. Moi j'avais compris... Enfin, je m'étais un peu renseigné mais je suis pas sûr de l'info. Donc pour le coup, je vais vous dire une info. Mais je sais pas si elle est confirmée. Donc apparemment Sonic 3 sortirait pour 2024. Mais je sais pas si l'info est vraie. Donc je vous le dis tout de suite, prenez ça avec du conditionnel. Donc je suis même pas sûr de l'info. Donc ne prenez pas ça pour argent comptant. Si c'est le cas, autant vous dire que 2024 risque d'être une année très chargée. De partout. Réellement, hein. Netflix, Prime Video, Disney+, le cinéma. Vraiment, ça va être une année ultra chargée 2024. Hein, je vous le dis tout de suite. Et concrètement, eh ben... Que dire de plus? Sonic 2, si vous ne l'avez pas vu, alors un conseil, voyez-le en version Bentales édition. Il y a forcément quelqu'un dans votre entourage qui va l'avoir, cette édition. C'est pas une édition DVD, hein, cherchez pas. C'est une édition faite par un fan, retravaillée, etc. Concrètement, si vous avez l'occasion, trouvez la version Bentales. Réellement. Demandez à quelqu'un qui est fan de Sonic et qui aime le film en version Bentales. Cherchez un peu. Sur vos serveurs Discord, peut-être même ailleurs, sur des groupes Facebook ou sur Twitter ou ce que vous voulez. Cherchez un minimum, vous allez forcément trouver. Ouais, parce que franchement... Enlever Malik Bentala, c'est pas une bonne idée, franchement. Enfin, si, c'est une bonne idée d'enlever Malik Bentala, mais enlever Malik Bentala, virgule, c'est pas une bonne idée d'avoir Malik Bentala en voix de Sonic. Réellement, je vous le dis tout de suite. Donc, et pour plein de raisons que je ne peux pas évoquer ici, parce que, c'est personnel, que clairement ça me regarde, mais que clairement c'est un comédien qui n'est pas fait pour du doublage, déjà d'une. Puis Sonic a sa voix titrée depuis 20 ans, quoi, donc autant mettre la vraie voix de Sonic. Ce serait quand même plus legit, en fait. Donc voilà, très bonne surprise, franchement, j'ai adoré Sonic 2, qui... En fait, est bourré de clin d'œil au jeu. Alors, bourré de clin d'œil au jeu Mega Drive, mais bourré de clin d'œil aussi au jeu Adventure sur Dreamcast. C'est un savant mélange que j'ai juste adoré. Par contre, ouais, encore une fois, un changement dans les origin story, mais comme le film prend le parti pris d'être différent des jeux sur certains points, bah ça me dérange pas tant que ça. J'arrive à l'accepter. Donc voilà, franchement, foncez voir ce second film Sonic, qui est meilleur que le premier. En même temps, heureusement, mais bon, on connaît beaucoup de films qui sont pas forcément bien au niveau du deuxième, et des fois empirent avec le troisième. Là, pour le coup, le deuxième est encore meilleur que le premier. Donc, si vous pouvez, voyez ce film. Clairement, je vous le dis, voyez ce film. Dernier film de notre séance de rattrapage, et je n'ai plus de gorge parce que là, j'ai mal, hein, je suis en train de vider une bouteille, histoire de calmer un peu le tout. Dernier film de notre rattrapage, et non des moindres, Morbius. Alors, j'étais persuadé d'avoir fait une chronique sur Morbius, sur l'ancienne chaîne notamment, et visiblement non, le film est passé au travers. Ouais, alors j'ai maté du coup The Batman et Doctor Strange 2, oui. J'ai maté Morbius, oui, sauf que Batman et Doctor Strange, j'en ai fait une vidéo. Morbius, j'ai oublié d'en faire, apparemment. Bon, on va se rattraper ici, visiblement. Oui, alors Moon Knight, j'en ferai pas de vidéo. Peut-être un jour, mais j'attendrai peut-être la saison 2. Mais concrètement, ouais, alors on va parler de Morbius. Alors, on va se remettre dans le contexte tout de suite. À la base, je rappelle, Morbius est un personnage de l'univers Marvel. Et plus précisément de l'univers apparemment relié à Spider-Man. Sauf que, je rappelle qu'il y a un petit peu des problèmes de droits, notamment, entre Disney, détenteur des droits de Marvel, en tout cas propriétaire de Marvel et de Marvel Studios, et Sony, détenteur de droits Marvel liés à l'araignée, donc à Spider-Man, depuis le début des années 2000. Et Sony n'a absolument pas l'intention de rendre les droits, visiblement, parce qu'ils ont envie de faire leur propre truc dans leur coin. Ce qui, du coup, a donné récemment les films Venom 1 et 2. Alors, ils sont assez décriés. Moi, à titre personnel, je les ai appréciés. Mais j'expliquerai pourquoi je les ai appréciés, parce que c'est pour la même raison que j'ai apprécié Morbius, concrètement. On va essayer aussi de se remettre dans le contexte vis-à-vis du personnage. Michael Morbius est donc un être humain masculin qui vit à New York, qui... Alors... Moi, je l'ai connu à la base avec la série animée, donc, qui passait du coup dans les années 90 sur TF1, où il y a eu une période à un moment donné sur TF1, il n'y a eu plus de Club Dorothée, et TF1 a repris le flambeau eux-mêmes avec leur propre contenu animé, dont cette série Spider-Man des années 90,
que vous connaissez forcément parce que c'est la série avec le générique fait à la guitare par le guitariste d'Aerosmith, Joe Perry. Et ça c'est cool. Ça a bien vieilli pour le coup, hein. Je viens de me refaire la série il y a pas longtemps là pour les besoins de cette vidéo justement, pour ma critique de Morbus. Et franchement la série a bien vieilli, même si on sent qu'elle était un peu fauchée sur les saisons 4 et 5. C'est une autre histoire. Donc, moi j'ai découvert Michael Morbius par le biais de cette série. Du coup, Morbius a droit à 2 demi-arcs. Un demi-arc... un demi-arc sur la saison 3 et un demi-arc sur la saison 4, je crois. Mon souvenir est peut-être inexact, hein, ou pas tout à fait exact, mais concrètement, voilà, il y a 2 demi-arcs de Morbius dedans. En fait, il s'avère que dans la série animée, le Dr. Kurt Connors avait organisé un concours dans sa classe, parce que une université scientifique à New York. Il y avait Peter Parker dedans, il y avait Michael Morbius et d'autres personnages, et le but était de gagner un concours scientifique organisé par le Dr. Connors. Sauf que Peter Parker n'était absolument pas dans ce mood de participer à ce concours scientifique. Il faisait des recherches scientifiques sur l'ADN et sur la génétique ou sur la mutation, étant donné que son corps était en train de muter à cause des pouvoirs de Spider-Man, du coup. C'est d'ailleurs pour ça qu'en début de saison, on voit le caméo avec les X-Men. Mais ceci est... Oui, les X-Men apparaissent dans la série Spider-Man. C'est un autre débat. Sauf que Peter fait des analyses sur son sang, en train de muter. Sauf que Michael Morbius n'étant pas au courant de ce qu'il se passe, il pense que Peter est en train de prendre une longueur d'avance, vu que Peter est très brillant dans cette série. Et Michael Morbius espionne Peter Parker et lui vole l'échantillon de son sang que Peter avait mis dans son casier. Et malheureusement, Morbius étant un peu trop orgueilleux, disons qu'il a voulu prendre cet échantillon de sang, ne sachant pas ce que c'était, de base, et à cause d'un... alors j'allais dire accélérateur de particules. Je ne sais pas ce qu'est cette machine, moi j'appelle ça comme ça, mais ça se trouve c'est pas ça du tout. À cause d'une machine, on va faire simple. Il était en train de faire du coup des expérimentations sur ce liquide, donc le sang mutagène de Peter Parker. Sauf qu'une chauve-souris est en train de boire ce sang. Bon, Michael Morbius est en mode allez zou, va-t'en, allez zou, voilà. Sauf que la chauve-souris l'a mordu et Michael Morbius est devenu du coup un homme vampire. Voilà, c'est devenu une sorte d'homme chauve-souris. Comme vous avez un homme araignée, bah là vous avez un homme chauve-souris. Voilà. Et bah du coup j'ai pas grand chose à dire de plus, ça c'est l'histoire du dessin animé, donc, et clairement je vais pas vous mentir, Michael Morbius à la base, dans l'animé, n'a pas une origin story de dingue. C'est plus un connard un peu imbu de lui-même, un peu charmeur, qui clairement est un peu prétentieux, et qui d'ailleurs essaye de draguer un peu tout ce qui bouge, hein, tout simplement. Sauf que le film, lui, prend le parti pris d'être un peu plus rempli. Il prend vraiment le parti pris d'être plus profond, en tout cas, remplit un peu plus les origin story de Michael Morbius. Le film prend le parti pris que Michael Morbius soit une personne en situation de handicap, ou en tout cas a une dégénération, une dégénération du sang, si je dis pas de bêtises, et ce qui fait qu'il cherche un remède ou quelque chose pour se soigner ou apaiser ses douleurs. Ce qui fait que le personnage de Morbius dans le film a créé du coup un sang artificiel, donc un sang bleu, ce qui permet d'aider plein de vies à travers le monde grâce à ce sang bleu. Il a pu faire fortune et il continue à faire des recherches pour se soigner lui-même au niveau de sa maladie. Jusque-là, ça permet de donner une origin story, parce qu'on voit même Morbius enfant, notamment dans un orphelinat, et ça permet donc d'apporter de la profondeur au personnage, de vraiment apporter quelque chose en plus. Moi, je trouve ça bien, d'apporter une profondeur en plus sur le personnage. Alors, on m'a dit, clairement, vis-à-vis de ma vidéo sur Black Adam, que, ouais, mais Black Adam, ils ont pris des libertés vis-à-vis du comics. Alors, je le dis et je le répète encore une fois, la fidélité des comics, ça n'existe pas. On va faire simple, là, ici, là, voilà, ici, là, tout ça, là, c'est du comics. Le comics, ça passe de scénariste en scénariste, ça passe de dessinateur en dessinateur, ça change de style sans arrêt, clairement. Je veux dire, vous prenez un Frank Miller, ça ne sera pas fait de la même manière qu'un Todd McFarlane, voilà, ou qu'un Grant Morrison. C'est-à-dire que clairement, ça passe d'auteur en auteur sans arrêt. Donc, il n'y a pas de... fidélité des comics. Fidélité à quel comics? À celui de Frank Miller? De Todd McFarlane? Ça n'a pas de sens. Ça n'existe pas, la liberté...
Ça n'existe pas, la fidélité des comics. Vous pouvez être fidèle à un Astérix, pourquoi pas. Vous pouvez être fidèle, par exemple, à une BD franco-belge de manière générale, vous pouvez. Vous pouvez être fidèle à un manga, pourquoi pas. Mais fidèle à un comics, ça n'existe pas. Vous êtes obligé de piocher dans plein de comics pour essayer de faire une histoire. Je veux dire, Sam Raimi, par exemple, a fait son propre Spider-Man, mais Mark Webb, pour Amazing Spider-Man, a fait son propre Spider-Man. Donc c'est pas du tout la même chose. Et regardez, par exemple, justement, je crois que c'est les films 4 Fantastiques, les films des années 2000 avec Chris Evans et Jessica Alba, qui ne ressemblent pas du tout au film 4 Fantastiques qui est sorti bien plus tard, justement. Donc, ça veut rien dire. La fidélité, ça n'existe pas. Le cinéma, c'est comme les comics. Chaque réalisateur ou réalisatrice possède sa propre patte qui apporte quelque chose en plus au film. C'est logique. Dire, quand vous regardez par exemple, je sais pas, un Sofia Coppola, ça ressemble pas potentiellement à, je sais pas, au sœurs Wachowski. Bah non, ça ressemble pas. C'est pas du tout les mêmes styles. Quand vous regardez par exemple je sais pas, un Stanley Kubrick, ça ressemble pas potentiellement à un Michael Haneke. Voilà, par exemple. Bah c'est à un moment donné, le cinéma, c'est comme les comics, la fidélité des comics, ça n'existe pas. Comment on peut me parler de fidélité? On va me dire que pour Black Adam, voire même pour Morbius, parce qu'on va revenir sur le sujet, le cas Morbius a beaucoup fait crier pour plein de raisons. On va essayer de revenir sur deux trucs. Le premier, c'est le Jared Leto bashing. Le problème de Jared Leto, c'est que depuis Suicide Squad en 2016, alors celui avec Will Smith, pas celui avec John Cena, lorsqu'il a joué le Joker dans Suicide Squad, il était en mode un peu cheveux gominés, tatouages de partout, un peu en mode gangsta. Je suis d'accord avec vous, c'est pas l'image que j'ai du Joker, je suis d'accord. Sauf que c'est pas la faute de Jared Leto. Si vous regardez les scènes qui ont été faites pour les tests, techniquement, bah, c'est pas l'image qu'on avait à la base, et il interprétait le Joker de manière bien plus qualitative. Et j'en veux pour preuve, regardez la Justice League Snyder Cut, il y a Jared Leto, il y a le Joker, mais concrètement, il s'en sort parfaitement. J'ai même envie de dire que cette version du Joker me rappelle la série animée de 2004, où le Joker avait un look très similaire d'ailleurs. Donc clairement, c'est pas Jared Leto le problème, c'est le mec qui a fait le film de base, c'est-à-dire Suicide Squad de 2016. Et de deux, le fait que le film ne soit pas un Marvel Studio, j'ai l'impression qu'en fait les gens sont tellement habitués à avoir du Marvel Studio que dès qu'on leur propose autre chose, c'est forcément pas bien. Je suis désolé, mais moi en fait ce film-là, de ce film Morbius, tout comme les films Venom, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai aimé. Ça ne veut pas dire que le film est parfait, que le film est incroyablement bon. Ça veut juste dire pourquoi moi je l'ai aimé. Bah, quelque part, il me rappelle un peu la vibe des années 2000 avec tous ces Marvel, genre le premier X-Men, le premier Spider-Man, le premier film Hulk, les premiers films 4 Fantastiques avec Jessica Alba et Chris Evans. Clairement, il me rappelle cette vibe des films Marvel hors MCU, où concrètement, bah, c'était des films Marvel qui n'étaient pas interconnectés les uns avec les autres, parce que c'était pas les mêmes boîtes de prod. Et ben en fait, c'est pour ça que j'aime ce film Morbius. Il me rappelle une vibe des années 2000. Et j'aime bien ce film, en fait. Alors, j'ai un défaut à lui de reprocher réellement, c'est les trailers. Les trailers, en fait, ont totalement survendu le film, ce qui fait que bah, quand j'ai regardé le film, j'avais pas l'impression de regarder le même film, en fait. On m'a trop survendu le film avec les trailers, et des trailers mensongers. On voyait une image de Spider-Man, ou le Daily Bugle avec un article sur les Avengers, ou plein de choses, voire même, on voyait donc Michael Morbius en mode humain, face à un adversaire qu'il tient, l'adversaire est à genoux, lui il est debout, il le tient comme ça, il avait sa capuche sur la tête, et l'adversaire lui fait « Mais vous êtes qui ?» Et lui fait « Je suis Venom !» Alors que c'est Morbius, hein, mais c'est juste pour la blague. Et ben cette scène-là est pas dans le film. C'est un peu con. Et il y a plein de scènes comme ça, qui sont pas dans le film, qui sont dans le trailer, mais pas dans le film, et c'est un peu con, parce que tu dis « Mais merde, il y avait plein de trucs, il y avait du potentiel !» Sauf que, si la bande-annonce avait été plus honnête, plus franche, bah peut-être que certaines personnes auraient peut-être un peu plus apprécié le film. Le problème c'est que le film a trop voulu surfer sur la hype de Spider-Man No Way Home pour exister, alors que en l'état il existe, il fait partie de l'univers Venom Morbius. Et c'est ça le truc, en fait. D'ailleurs, en parlant de ça, le film a une scène post-crédit qui est en lien avec Spider-Man No Way Home, je vous dis pas laquelle si vous n'avez pas vu le film, sauf que c'est pour préparer à quoi en fait? Parce que visiblement... ah oui, alors, dans cette scène, à un moment donné, est mentionné le nom de Spider-Man. Sauf que, à ma connaissance, dans l'univers Venom et Morbius, on n'a jamais vu de Spider-Man, et on n'a jamais entendu parler de Spider-Man dans cet univers.
Alors à moins que concrètement, dans cet univers, en fait, soit présent un Spider-Man, peut-être Andrew Garfield, qui sait, parce que Venom n'avait pas l'air d'être choqué ou étonné en se disant, tiens, c'est qui Spider-Man? Non, il savait limite qui était Spider-Man. On lui dit, tiens, c'est une menace, limite il le croit, ok? Mais est-ce que tu sais qui est Spider-Man au moins? Et à moins que dans l'univers Venom Morbius, il y ait déjà un Spider-Man, parce qu'on va me dire, ouais, c'est peut-être Miles Morales. C'est possible, hein, c'est pas impossible, hein, honnêtement. Sauf que, ça n'aurait pas de sens, autant que ce soit Andrew Garfield. Il existe déjà, il est encore chaud et encore suffisamment jeune pour faire Peter Parker. Autant en faire, voilà, ce serait logique, donc... Et puis bon, bref, le film est très mal aimé, pour plein de raisons. Beaucoup m'ont dit, ouais, mais il est nul. Oui, mais pourquoi il est nul? Et pas beaucoup sont capables de me donner de réels arguments. Alors peut-être que vous, en commentaire, vous allez être certainement apte à me donner des arguments. Moi, j'ai aimé le film. Ça veut pas dire que ça en fait un chef-d'œuvre. Mais je le prends à l'extérieur du MCU. Le MCU a ses propres pattes, ses propres personnages, ses propres enjeux, sa propre manière d'être, concrètement. Malgré les différences de personnages, je veux dire, prenez dans la même année, hein, She-Hulk, Miss Marvel, Moon Knight, concrètement, c'est trois manières d'être différentes, c'est trois contextes différents, c'est trois lieux différents, parce que She-Hulk est à Los Angeles, Miss Marvel est dans le New Jersey, et Moon Knight est surtout en Égypte. Alors pas que, visiblement, il y a aussi du Londres, j'ai cru comprendre, mais concrètement, voilà, il y a de la différence. Et l'univers Venom Morbius me plaît, en fait. C'est peut-être pas le meilleur univers possible, hein, bien sûr. D'ailleurs, ça me permet aussi de faire le lien. Apparemment, pour début 2023, est censé sortir le film Madame Web. Donc, j'attends de voir, parce qu'apparemment, il y a un interprète français qui va jouer un homme araignée dedans. Alors, pas forcément un Spider-Man, mais un homme araignée, justement. Donc j'ai hâte de voir, parce que apparemment tous les regards sont portés vis-à-vis de Spider-Verse 2, enfin, le Spider-Man avec Miles Morales en stop-motion. Tous les regards sont portés pour ce film pour l'été. Je pense que d'ailleurs je vais beaucoup plus privilégier ce Spider-Man là avec Miles Morales plutôt que le prochain Astérix, c'est pour vous dire. Oui, Astérix, hein. Oui, promis, je ferai une vidéo. Par contre, je vais déglinguer le film, je vous le dis tout de suite. Donc restez connectés sur cette chaîne, je vous le dis tout de suite, je vais le déglinguer, c'est pour vous dire. Avec de très bons arguments d'ailleurs. Mais pour Madame Web, j'ai hâte de voir ce que le film va me proposer, parce qu'il est censé aussi faire partie de l'univers Venom Morbius. Donc c'est-à-dire Marvel Sony. Donc j'ai hâte de voir ce que le film va me proposer, et pour Morbius, je comprends pas que le film se fasse défoncer en fait, c'est ça le problème. Le film a de bonnes idées, il a une vibe année 2000, oui c'est pas un Marvel Studio, mais justement c'est pas un Marvel Studio, foutez-lui la paix là-dessus. J'ai l'impression que tout de suite, si c'est pas un Marvel Studio, c'est forcément de la merde. Bah non en fait, c'est pas un argument. En fait, au niveau du jeu d'acteur, parce que j'en ai pas parlé, Jared Leto est plutôt convaincant en Morbius. Clairement, moi, il m'a pas fait sortir du film. Je trouve même que le film apporte plus d'intérêt, plus de profondeur, plus de backstory, plus de choses que le Michael Morbius du dessin animé des années 90. Le Michael Morbius des années 90, c'est juste un connard, quoi. Un connard dont, en fait, on en a rien à branler. Ah oui, il finira en équipe avec Blade. Bon, bah, super, ils savaient pas quoi faire de deux personnages, on en fait un team-up, point barre. Là, le film, il a de l'intérêt, on donne de l'intérêt à ce film. Le seul défaut que j'aurais vraiment aussi à reprocher hors des trailers, c'est l'antagoniste. Vous n'aviez pas un autre acteur qui pouvait jouer l'antagoniste, parce que franchement, c'est pas ouf, quoi. Vraiment, hein, l'acteur qui joue l'antagoniste, que j'adore de tout cœur, hein, mais concrètement, il est pas fait pour jouer un antagoniste comme ça. J'ai l'impression de voir les pires heures de Tobey Maguire en Venom, où il fait comme ça, là, où il sort, hop là, vous savez, cette séquence où il est en mode un peu émo, j'ai l'impression de voir ça, mais en moins bien, quoi. C'est un peu con, quoi, donc... Enfin voilà, bon, est-ce que je conseille Morbius? Bon, visiblement, le film se fait défoncer, donc je vais pas vous le recommander, hein. Pourtant, j'adorerais vous le recommander, j'ai passé un super bon moment, et je sais que le film fait polémique, parce que tout le monde trouve que c'est de la merde, mais pourquoi? Parce que c'est Jared Leto, ou parce que c'est pas un film hors du MCU? C'est ça le problème. Alors que, donnez-lui une chance. Le problème, c'est que le marketing du film en fait trop pour vendre le film. C'est un peu le problème, il en fait trop, je suis d'accord. Mais justement, prenez-le juste pour un simple film one-shot, comme ça, ça passe, honnêtement. Réellement, ça passe. Honnêtement, bon, dites-moi votre avis en commentaire, hein. Je serais ravi de vous lire, sachant que je lis tous les commentaires, donc je me ferai un plaisir de vous répondre. J'ai pas grand-chose de plus à dire. Moi, j'ai aimé Morbius, visiblement pas tout le monde, donc voilà. C'est la fin de cette vidéo, merci à vous toutes et à tous de l'avoir suivi. Alors,
Dernière vidéo de l'année 2022, on se retrouve du coup en 2023 pour de prochaines vidéos. En attendant, vous connaissez la chanson, le pouce, l'abonnement, le commentaire, partagez la vidéo. Encore une fois, je vous le dis, restez connectés sur cette chaîne parce que le début 2023 va s'annoncer très lourd dès le début. Et j'ai pas mal de surprises qui vous attendent. Donc concrètement, restez connectés sur cette chaîne, restez abonnés, que pouce et tout team. On se retrouve très vite et rendez-vous l'année prochaine. Allez, à plus, bonne année à tous.